Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce vidéo live avec notre sujet préféré de retour, j'ai nommé l'URSSAF. Et nous serons rejoints par Cédric Bastelica de l'URSSAF en deuxième partie de live pour répondre à vos questions plus techniques. Alors je suis désolée, je ne sais pas si c'est la malédiction de l'URSSAF qui pesait sur nous techniquement, mais on a eu beaucoup de mal à pouvoir démarrer ce live parce qu'on a eu des petits soucis de technique. Mais on espère que voilà, cette malédiction ne contaminera pas davantage le portail des artistes-auteurs pour l'heure. Alors ce soir, nous sommes en présence de Béatrice. Bonsoir Béatrice. Ah, Béatrice. Bonsoir Samantha. Ton micro a été coupé. En présence de Georges, qui représente le syndicat national des photographes. Bonsoir Georges. Bonsoir. Et en présence de Monté, qui est vidéaste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet puisque on avait déjà fait un live d'urgence consacré à l'URSSAF pour essayer de pallier déjà aux questions les plus fréquentes qui étaient posées. Donc ici, vous pouvez naturellement poser vos questions dans le chat auquel Cédric répondra dans un second temps, sachant qu'il y a eu un webinaire de l'URSSAF qui a tenté en tout cas de faire davantage de travail d'information pour répondre très précisément à vos questions et apparemment, ils ont été inondés de questions et de bugs techniques qui demeurent. Mais pour commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire déjà un petit point d'étape sur cette transition? Béatrice, de ton côté, toi qui est très impliquée sur ces questions-là, notamment à la charte, est-ce que tu peux nous dire un peu où ça en est selon toi? J'aimerais bien dire que tout est résolu, mais en fait, on a encore à peu près tous les cas de figure possibles imaginables, c'est-à-dire des auteurs-illustrateurs qui n'ont pas encore reçu le code d'activation, beaucoup d'auteurs-illustrateurs qui ont eu des difficultés à faire leur déclaration en 2019. Et puis, ce qui est nouveau et dont on se passerait bien, ce sont les déclarations 2019 qui évoluent, parce que notamment ceux qui sont précomptés, je pense que l'URSSAF doit croiser les déclarations qui ont été faites et validées par les auteurs et des informations de cotisation qui arrivent des diffuseurs. Oui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la situation sur l'espace personnel des auteurs n'est pas forcément stable. C'est-à-dire, on peut consulter son espace un jour et voir que la déclaration a été validée, et 3 jours après, on voit que la déclaration a été modifiée et qu'on est censé la revalider. Donc, parce qu'entre-temps, il y a une information venant d'un diffuseur. Donc, ça crée un gros stress, évidemment, et une absence finalement de confiance dans le site URSSAF de la part des auteurs. Il y a aussi des problèmes avec ceux qui ont vu arriver une énorme cotisation pour le 4e trimestre, ceux qui se demandent jusqu'à quand sera le report pour nous autoriser à payer le 4e trimestre, et on sait que c'est reporté mais on n'a pas de deadline, donc les auteurs sont encore très stressés, quoi. Oui, ça c'est certain. Ouais. Georges, est-ce que tu peux nous faire toi un petit point d'étape du côté des photographes aussi, parce qu'on a eu certaines réunions, on sait qu'il y a des choses qui avancent entre les cabinets du ministère de la Culture et des ministères de la Solidarité et de la Santé pour essayer de régler ça, mais on se rend bien compte qu'il y a un problème de budget, qu'il y a un problème de technologie, qu'il y a un problème de personnel. Voilà, comment ça se passe pour les photographes? Et pareil que pour les autres artistes-auteurs déclarés en non salarié, hein, donc un bénéfice non commerciaux. Et c'est la majorité des membres du SNP, c'est des photographes jeunes. Hein, et je crois que les plus vieux doivent tourner autour des 35-38 ans. C'est vraiment très jeune. Et comme ils sont tous très pressés, et tout simplement, quand ça marche pas, quand ça bloque, ça arrive énormément, eh bien, ils se disent tant pis, ils ferment, ils s'essayent plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, une semaine plus tard, et les déclarations 2019, c'était gaguesque, là, avec ils remplissaient vraiment les formulaires, tout ce qu'il fallait, et après le PDF disait une autre chose. Oui, donc, il y a eu le fameux bug du PDF bien connu maintenant de non-corrélation entre ce qui avait été déclaré et ce qui a été chargé. Voilà. Alors, donc ils fermaient tout, et ils partaient, ils s'occupaient de leur travail en se disant on verra plus tard, tant pis. Mais je crois que beaucoup d'artistes-auteurs ont abandonné en cours de route, enfin ça reste compliqué. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de pénalité de retard, c'est quand même des informations précieuses, donc c'est normal qu'il y ait du stress, mais écoutez, en tout cas la situation est remontée maintenant au plus haut niveau de l'État, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas y avoir de pénalité, et si on vous indique des pénalités de retard alors qu'il y a tous ces dysfonctionnements, n'hésitez pas à vous tourner vers vos organisations professionnelles. Et je vais me tourner vers Monté parce que... Nous, on les rassure, oui.
Oui, on les rassure comme on peut, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et je me souviens d'une vidéo que tu avais fait monter sur l'URSSAF pour un autre cas, parce que toi, c'était avant la transition artiste-auteur. C'était vraiment tout simplement, dans ton cas précis, de vidéaste. Tu peux nous raconter un petit peu Moi, j'ai ouvert mon autre entreprise en Champagne-Ardenne à l'époque. Donc à l'époque, j'habitais en Autriche, mais j'étais encore fiscalement en France, donc j'avais ouvert en Champagne-Ardenne. Et quand je suis revenu m'installer en France, en Alsace, j'ai demandé à ce que soit changé mon adresse, ce que je n'aurais jamais dû faire en fait. Ça a été terrible. Et en fait, j'ai bien été radié de Champagne-Ardenne. Je n'ai pas été, par contre, on ne m'a pas ouvert de compte à l'URSSAF Alsace. Ce qui fait que j'ai dû un peu me bagarrer. Et même d'ailleurs, quand j'ai sollicité des rendez-vous avec l'URSSAF, en fait, j'ai appris que c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui avait récupéré mon dossier, qu'ils en avaient récupéré 4 ou 5 000 d'un coup, comme ça, parce que visiblement, désormais, on était considéré comme ne relevant plus de l'URSSAF. Je ne sais plus, j'étais considéré comme un type de profession qui n'était plus, qui devait me gérer, mais par contre, ils étaient toujours l'organisme qui recouvrait les cotisations, en principe. Et donc, j'ai dû faire tout un tas de papiers pour à la fin, vraiment céder et faire une vidéo, parce que au bout de 18 mois de non-déclaration de cotisation, aller solliciter et à pouvoir payer, ça commençait à être un peu compliqué, quoi. Il a fallu effectivement que je fasse cette vidéo. Il s'est passé un truc extrêmement étrange, c'est que j'ai eu un espèce de conseiller URSSAF VIP. Donc quelqu'un qui a l'air de gérer que des trucs un peu personnellement, où là ça s'est fait assez facilement, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé 18 déclarations papier à remplir, je les ai remplies, et dans la foulée j'ai résilié, parce qu'en plus moi je voulais résilier à ce moment-là, mais je ne pouvais pas résilier mon auto-entreprise tant que je m'étais pas acquitté de mes cotisations, et en plus on me sollicitait toujours pour payer la CFE, ce genre de choses. Ça par contre il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et donc, c'était assez problématique. Et donc, j'ai fini par complètement partir et passer via une société de portage. Donc, tout mon argent passe via une autre société qui me fournit donc un contrat de travail et on dirait un mode de rémunération qui est plus classique et qui est moins problématique. Et du coup, j'ai appris il y a 2 semaines que le droit d'auteur que je percevais, il fallait que je le déclare à l'URSSAF. Tu n'as pas fini avec l'URSSAF? Non, j'ai la lettre qui est là, j'ai la lettre qu'il faut que je le renvoie à l'URSSAF Limousin, parce que j'ai besoin d'un code visiblement et j'ai jamais eu de code. Bienvenue dans notre monde. Je plaisante à la fois parce que on essaye parfois de dédramatiser, même si c'est quand même extrêmement complexe. Mais en effet, c'est aussi pour ça qu'on t'a invité ce soir, c'est que le cas des vidéastes est assez particulier, puisque vous êtes souvent très multimétier, que vous touchez plus des droits d'auteur. Du fait de la diffusion de vos œuvres, notamment sur YouTube, mais autres également. Donc là, toi, tu vas te retrouver dans une forme de multitude de statuts quelque part, parce que tu vas être artiste-auteur pour ça, donc tu vas devoir faire ta déclaration, etc. Toi, est-ce que... Oui, pardon, juste pour te poser la question, en tant que métier comme vidéaste, est-ce que tu sais si tu as une case particulière? Je sais que j'en ai pas. C'est pour ça que je suis obligé de passer via des systèmes comme ça, et c'est pour ça que je cotise dans 2 ou 3 organismes différents de retraite. Je paye, je crois que je paye au moins 2 ou 3 complémentaires différentes en fonction des différentes activités que j'exerce. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ni comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, en fait, moi, je pensais naïvement, parce que là, du coup, mes droits d'auteur que je touche, il y a 2 choses. Il va peut-être en avoir une troisième, il va peut-être avoir l'avaloir pour un contrat d'édition, mais pour l'instant, actuellement, c'est du droit d'auteur vidéo, donc la SCAM, société d'auteur. Donc on est payé en fonction des vues qu'on fait ou ce genre de choses. Donc moi, c'est centralisé, j'ai les revenus de ma chaîne. Et en plus, comme j'ai écrit pour d'autres chaînes, j'ai les revenus d'autres chaînes. Et à côté de ça, j'ai le fait d'avoir écrit, donc là c'est de la note d'auteur, d'avoir écrit des vidéos en tant que scénariste et en tant qu'auteur finalement. Et donc moi, je pensais naïvement que comme il y a une partie de cet argent-là en fait qui a été payé en cotisation, c'est-à-dire que je ne sais plus combien c'était le montant, mais il y a à peu près... Tu as été précompté alors, à mon avis. C'est ça, il y a eu un précompte. Donc moi je pensais que du coup c'était OK. C'est un peu comme... Je pensais que du coup j'en avais fini. Et en fait non, visiblement, il faut quand même déclarer cet argent a priori sur le portail. Désormais, de nouveau à l'URSSAF, il faut désormais que je recompose avec l'URSSAF. Et j'ai appris que du coup j'avais quand même une complémentaire obligatoire à payer malgré tout. Ça, j'ai appris ça il y a 2 semaines, donc fais les papiers pour être clair en 2020. Ouais. Non mais alors,
je suis entièrement d'accord. C'est pas du tout clair en effet. Enfin, je veux dire, nous on a quelque chose de particulier, c'est que notre retraite de base est décorrélée de notre complémentaire, ce qui est en effet très problématique parce que quand on commence son activité, on n'est pas du tout au courant de cette complémentaire. On l'apprend au fur et à mesure, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe et il faut bien avouer que le régime artiste-auteur là-dessus est assez peu lisible. D'autant plus que maintenant, c'est l'URSSAF Limousin qui fait le recouvrement des cotisations, mais on dépend encore quand même de l'AGSA-MDA pour une gouvernance qu'on n'a toujours pas du régime social et pour l'affiliation au régime. Enfin, c'est une myriade de guichets et d'organismes extrêmement complexes qui rend quand même l'appréhension du paysage difficile. Tu voulais réagir, Béatrice ? Non, je pense que le rôle de l'ex-AGSA va de toute façon baisser de plus en plus parce que c'est surtout maintenant un rôle d'information qui n'est pas extraordinaire, hein, je dirais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour l'affiliation des nouveaux, tu vois. Mais on devrait être de moins en moins amené à avoir affaire à eux, quoi. Après cette année 2019 qui est quand même un cas particulier. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans... Alors, pour relativiser, je ne sais pas, mais il y a à peu près 20% des artistes-auteurs en tout qui étaient en réalité identifiés par l'État. Donc, on est quand même dans une phase de transition où on part d'une très faible partie de la population qui a été identifiée et qui essaye de l'être maintenant plus massivement. Parce que l'URSSAF recoupe en effet les informations des diffuseurs d'œuvres. Donc en effet, si tu as travaillé avec un éditeur, l'éditeur va faire la déclaration à l'URSSAF et ensuite tu vas être entre guillemets repéré et c'est pour ça que tu reçois en général ce courrier. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet et expliquer la transition et ce que c'est que notre URSSAF Limousin, on peut passer maintenant à la rubrique Dessine-moi un statut. Émilie, générique. Les URSSAF sont les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit de la branche recouvrement de la sécurité sociale. Les URSSAF ont pouvoir pour recouvrer les cotisations, mais aussi contrôler et sanctionner les cotisants lorsqu'ils ne déclarent pas ou pas correctement leurs cotisations sociales. En principe, les URSSAF ont un champ de compétences régional. Il existe toutefois une exception pour nous, artistes-auteurs, car l'URSSAF Limousin a une compétence nationale pour notre régime de sécurité sociale. Depuis 2020, l'URSSAF Limousin est devenu notre interlocuteur pour les déclarations et le règlement de nos cotisations relatives à nos revenus artistiques. Pourquoi ce changement ? Les fiches d'évaluation préalables des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018 exposaient l'obsolescence des systèmes d'information de l'AGSA et la MDA et leur peine à procéder au recouvrement. Ces difficultés ont lourdement porté préjudice aux artistes-auteurs et vont avoir des conséquences dramatiques sur le long terme. Pour régulariser la situation, la décision politique a été prise de basculer le recouvrement des cotisations à un nouvel opérateur dans le but d'améliorer la vie administrative des artistes-auteurs. Un portail internet URSSAF artistes-auteurs a été spécialement conçu pour les artistes-auteurs et les diffuseurs d'œuvres. Hélas, la création de ces espaces personnels a été très laborieuse pour bon nombre d'entre nous. Bugs divers, impossibilité de recevoir ses codes d'activation, déclarations erronées, la liste est longue. La transition entre les organismes AGSA, MDA et URSSAF Limousin a souvent tourné au cauchemar administratif. Voilà pourquoi, avec d'autres organisations professionnelles, la Ligue continue de mener ses actions pour trouver des solutions très concrètes dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, le régime social des artistes-auteurs est toujours privé de gouvernance. Après 50 ans de dysfonctionnement de leur régime de sécurité sociale, les artistes-auteurs sont en droit d'obtenir enfin une protection sociale opérationnelle. C'était Dessine-moi un statut et on aime particulièrement l'espace artiste-auteur avec la petite boule à facettes. Hein, ça. Voilà, peut-être une personnalisation ou une suggestion pour l'URSSAF. Quoi qu'il en soit, voilà, nous savons maintenant les bases pour comprendre ce que c'est l'URSSAF Limousin et notamment que désormais c'est notre interlocuteur pour le recouvrement des cotisations et que même si c'est une caisse régionale, elle a pour nous vocation à être d'avoir un pouvoir national pour l'ensemble des artistes-auteurs et artistes-autrices. De retour avec Béatrice notamment,
notamment. Est-ce que tu peux nous dire actuellement si quand même on a vu s'opérer certaines améliorations ces derniers temps sur le portail ou pas du tout? Genre sur la modulation, où en est-on? Est-ce que tu as pu observer un petit peu là-dessus? Car a priori, la modulation serait imminente de ce qu'on a pu voir dans certains groupes. Alors, c'est difficile de quantifier ça, mais il y a effectivement quelques bons retours sur la modulation, alors qu'avant on avait l'impression que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout, mais il y a encore des auteurs et autrices qui n'arrivent pas à le faire. Donc je ne peux pas te répondre complètement que c'est réglé. Par contre, je peux te dire que le webinaire a été très bien perçu, qui a été fait pour l'URSSAF récemment, donc ça a rassuré pas mal d'auteurs. Oui, c'était assez bien fait. Et à ce propos, on a beaucoup de questions sur la surcotisation, n'est-ce pas, au niveau de la GSA. Donc là, je fais appel à l'équipe de modération pour donner le lien dans le chat. Mais la GSA va organiser aussi un webinaire d'information sur cette histoire de surcotisation qui est assez complexe, mais qui peut être intéressante. C'est-à-dire que c'est un choix de surcotiser ou non vis-à-vis de l'année blanche qui s'est déroulée. Et ça peut être intéressant pour vous au niveau de vos droits à la retraite en fonction de votre situation. Mais on a rencontré pas mal de difficultés aussi là-dessus, n'est-ce pas, Béatrice, notamment sur la synchronisation? On a rencontré beaucoup parce que en fait, les auteurs reçoivent un courrier de la GSA qui leur propose 5 types de surcotisation et ils pensent que leur cas individuel est complètement étudié. Mais la GSA, quand elle propose ça, ne sait pas ce qui a été déclaré pour l'année 2019, puisque c'est de ça qu'il s'agit, à l'URSSAF. Donc moi, en tant qu'administratrice de la charte qui m'occupe pas mal de ça, ma terreur, c'est que les auteurs et illustrateurs se précipitent pour surcotiser, alors que ça ne leur sert à rien, notamment s'ils dépassent le plafond. Donc il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a d'un côté la GSA qui leur propose cette possibilité de surcotiser pour l'année 2019, de l'autre ce qu'ils ont déjà éventuellement déclaré ou validé à l'URSSAF, et la cerise sur le gâteau, si je peux dire, c'est que le courrier de la GSA leur conseille d'aller voir leur compte individuel de la CNAV, et pour l'instant les comptes individuels de la CNAV ne sont pas encore alimentés pour 2019. Oui, donc en fait on n'a pas de visibilité vraiment là-dessus. On a 3 organismes en fait. On a la CNAV pour la retraite qui n'a pas encore reçu les informations de l'URSSAF pour 2019. On a la GSA qui dit voilà, si vous avez une super année 2017 et 2018, vous pouvez surcotiser. Et on a de l'autre ce qui a été déclaré à l'URSSAF, qu'on soit précompté ou en BNC. Donc c'est très compliqué de faire le lien entre les 3. Et nos adhérents comprennent mal que ces organismes ne communiquent pas sur ce point-là. D'autant plus qu'il y a une date limite pour le règlement de cette surcotisation. Donc c'est une excellente nouvelle qu'il y a un live là-dessus. Oui, bon, on essaye de faire bouger les choses à notre façon. On est content si ce format du live est maintenant repris par la GSA et l'URSSAF, comme quoi tout est possible. Monté, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette solution de portage salarial? Puisqu'en fait, si je comprends bien de ce que tu décris du statut, quelque part, maintenant que tu as choisi, c'est une solution pour toi pour regrouper un peu ces différents statuts ou en tout cas te donner une sécurité différente par rapport au fait d'être indépendant. En fait, c'est ça, puisque tu es salarié? Oui, complètement. En fait, ça fait... Au départ, la raison, elle était un peu autre. C'est que pour percevoir des aides du type CNC, un certain type d'aide CNC, il faut une personnalité. En fait, il faut une personne morale, il faut une structure. Et donc, du coup, moi, j'ai un ami qui a une société de production audiovisuelle. Et donc, de fait, je suis resté dans cette société-là où je fais rentrer tout mon argent, qui peut être effectivement venir de diverses sources. Il y a des produits dérivés, de la monétisation, du financement participatif. Il y a tout un tas de ressources différentes. Et la société travaille avec un comptable qui se forme en même temps et qui essaye de suivre un peu ce qui se passe sur Internet, parce que c'est assez nouveau. La plupart des comptables sont relativement perdus et donc on essaye de faire les choses bien. On a dû par exemple faire des rescrits fiscaux pour savoir auprès de l'administration si on faisait les choses correctement, parce qu'il y a toute une histoire de est-ce qu'on doit prendre la TVA ou non sur le financement participatif, etc. Et en fait, ça devenait beaucoup trop à gérer pour moi tout seul, c'est-à-dire que moi, la partie gestion de papier, elle devenait beaucoup trop importante et c'est toute une partie que je ne peux pas dédier à mon activité professionnelle et de fait, je m'en sortais plus, quoi. Donc effectivement, tout passe là-dedans, ça ressort un contrat de travail classique, 35 heures par semaine, salaire minimum, et ensuite je perçois de cette même société du droit d'auteur lorsque je décide moi-même, en fait, via cet argent qui est récupéré, de me payer en droit d'auteur ou non. Il y a une solution qui est un peu hybride, mais qui me permet un peu de jongler entre un statut qui est beaucoup plus classique et qui est beaucoup plus... c'est plus lisible pour moi, mais c'est aussi plus lisible pour... la banque, si jamais j'ai besoin de voir mon conseiller bancaire, ou tout simplement, j'ai dû déménager cette année. Ça fait vachement moins peur aux bailleurs d'avoir quelqu'un en CDI au SMIC plutôt que de devoir expliquer les multitudes de revenus
Ça donne un côté instable et non lisible, et ça fait peur, ça effraie pas mal. Donc ça me permet d'avoir plus de stabilité, ce qui fait effectivement que je paye quand même les cotisations patronales et salariales sur l'argent. Donc effectivement, ça coûte un peu cher comme solution. Mais en même temps, c'est un peu... au moins, je sais que c'est sûr, c'est identifiable. J'ai le régime général pour la sécurité sociale, j'ai la mutuelle comprise dans les frais, et c'est un fonctionnement qui est effectivement détourné, mais au moins qui est compréhensible aussi bien par ceux qui sont habitués à faire des papiers que par des acteurs qui sont extérieurs et qui... donc voilà, ça me permet de... En tout cas, actuellement, ça permet d'avoir une forme de stabilité, et puis aussi évidemment de cotiser pour le chômage et l'assurance maladie, donc pour avoir des arrêts maladie ou tout simplement toucher le chômage en cas de rupture de mon activité, ce qui n'aurait pas été le cas en auto-entreprise, clairement. Oui, en fait, c'est vraiment intéressant ton témoignage, parce que le régime artiste-auteur, en fait, c'est un régime indépendant, rattaché de manière dérogatoire au régime général, mais avec une telle illisibilité comme tu le dis, que cette multiplicité de revenus, ou alors le fait que globalement, pour nous, nos droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés par les CPM, etc. Enfin, on a eu beaucoup de difficultés. Moi, je disais, ah oui, je ne l'ai pas annoncé, mais j'avais promis que je l'annoncerais quand ça se produirait. J'ai touché mes indemnités de congé maternité, Lucas a 4 mois. Voilà, donc le combat a réussi à aboutir, bref. Mais c'est vrai que c'est la croix et la bannière, c'est extrêmement complexe. Et on comprend du coup que des artistes-auteurs ou des créateurs aussi sous ces nouvelles formes hybrides qui sont assez complexes, parce qu'en effet, on s'autoproduit aussi beaucoup dans ces nouvelles générations et dans ces nouvelles formes. Donc on est dans un mélange entre le fait d'être auteur, de produire soi-même ses œuvres, etc. Et que finalement il y a des choix de montage de structure qui soient créés pour essayer de se donner plus de sécurité là où on en manque cruellement. Et ça va d'ailleurs être l'objet d'un de nos prochains lives qu'on programmera l'année prochaine sur l'accès au logement pour les artistes, auteurs et autrices, parce que c'est vraiment un vrai sujet, que ce soit pour emprunter ou que ce soit juste pour louer, en fait. C'est-à-dire d'arriver avec ses fiches et de dire, voilà, c'est du droit d'auteur. Moi, là, juste avec la CPM, le nombre d'échanges que j'ai eu où je leur ai expliqué voilà, que j'avais des contrats d'édition, que c'était mon métier depuis 8 ans, presque 10 ans même. Et on me répondait, oui, mais votre contrat, c'est un contrat de cession de droit, c'est pas un contrat de travail, etc. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une insécurité qui est constante. Georges, qu'est-ce que ça t'inspire du côté des photographes? Est-ce que tu connais les formes les plus courantes de régime à ce niveau-là? Non, les plus courantes, c'est soit l'artisanat, soit les régimes d'artistes-auteurs. Mm-hmm. Et alors, les problèmes, effectivement, quand il y a de multiples activités, et les seuls qui ont réussi vraiment à bien le résoudre d'une façon très très claire, c'est ceux qui ont décidé de monter une entreprise. Et parfois, ils se réunissent à plusieurs, ils font une petite SARL, et donc c'est la SARL qui gère les choses qui sont un petit peu compliquées. Et ensuite, eux, ils facturent à leur SARL des droits d'auteur. Donc, ils se font rémunérer par la SARL un droit d'auteur. Mais parce qu'effectivement, ce qui expliquait Monté, c'est qu'il y a ceux qui nous racontaient Monté sur son expérience, et il y a des taux de cotisation sociale qui sont complètement différents. Et entre 25% pour un salarié, plus 46% pour un employeur, et pour nous, c'est entre 16,5 et 24,5 si on atteint les revenus pour payer la complémentaire. Mmh. Donc, cette multiplicité, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Et les solutions, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Oui, non, mais c'est
C'est pour ça qu'on a besoin de plus de clarté. On avance sur ces questions, en tout cas socialement, sur le financement participatif. Désormais, par le décret d'août 2020, si vous êtes créateur, créatrice, artiste, auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle, vous pouvez intégrer vos revenus de financement participatif au sein du régime, ce qui est déjà quand même une certaine avancée. Donc on sent que petit à petit, on essaye de clarifier des choses. Et l'auto-édition. Et l'auto-édition, exactement. Et nous avons demain une réunion sur la fiscalité pour essayer aussi de clarifier sur ces questions de TVA qui étaient évoquées. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a vraiment envie, dont on a envie de se débarrasser, en fait, quelque part, quand on est artiste-auteur, parce qu'on a besoin de temps pour créer. Et c'est vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être ça qui ressort le plus et le message qu'on veut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, juste pour cette histoire d'URSSAF, on a l'impression qu'on passe plus de temps à remplir des papiers qu'à juste faire notre travail. Oui, et c'est vraiment un problème parce qu'il y a quelque chose, il y a deux choses qui sont mal comprises par nos administrations. Et la première, c'est qu'on dirait que nos administrations connaissent seulement les statuts du salarié. Voilà. Donc à chaque fois qu'on dit « je suis un travailleur non salarié », bon, tu l'as bien dit là pour la question du logement, par exemple, ou vu les difficultés que tu as eues avec la CPAM pour la maternité, c'est extraordinaire. Ils ne connaissent rien. Et comme c'est des salariés, ils réfléchissent en tant que salariés. Ils n'ont pas été formés, personne ne leur a expliqué qu'il existe quand même une population extrêmement importante des travailleurs indépendants et ça ne fonctionne pas de la même façon que pour eux. Voilà. Et si on dit « je suis une entreprise », alors là, c'est la panique totale. Oui, non, mais complètement. C'est-à-dire que il y a un manque de lisibilité globale et ces complexités. Et je pense que là, comme le disait Monté, quand on reçoit son enveloppe et qu'on apprend donc qu'on essaye à artiste-auteur affilié à l'URSSAF, c'est un peu surprenant. Est-ce que toi, Monté, tu te sens plus auteur, plus vidéaste, plus producteur de tes propres contenus? Est-ce que tu t'es toi-même donné une étiquette ou pas du tout? Je dis souvent pour tout regrouper que je suis auteur de la chaîne Linguistique M et pour mettre un peu tout dedans, mais c'est un peu compliqué. Vidéaste, c'est bien parce que vidéaste, c'est déjà un mot qui regroupe plusieurs professions. Après, effectivement, j'ai pas la prétention de me considérer comme auteur de livre, par exemple, même si j'en ai déjà écrit un et je vais en écrire un deuxième, mais ça c'est plus parce que c'est relativement nouveau pour moi. Donc je me définis, comme vidéaste, c'est bien, Et pourtant, c'est très intéressant parce que dans ton profil, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, tu déclines des contenus et des créations sous différents supports, c'est-à-dire en effet là le livre, la chaîne, etc. Ce qui correspond vraiment aussi à toute une nouvelle génération et des nouveaux modes opératoires de création, que ce soit entre le web ou les supports plus traditionnels, où très souvent en fait on se retrouve à créer dans plusieurs secteurs en fait de diffusion, que ce soit l'édition, que ce soit le web, que ce soit les canaux plus traditionnels audiovisuels, etc. Donc ça c'est des vraies questions aussi sur ces statuts très multiples, etc. Comment à un moment donné on peut regrouper ça? Est-ce que toi de l'extérieur, vraiment c'est pas du tout une question de piège, mais tu vois un peu ce que c'est que le régime artiste-auteur? Est-ce que ça te donne envie? Pas du tout. C'est une question volontairement naïve. Oui, si moi j'ai appris qu'il fallait que j'envoie cette lettre à l'URSSAF Limousin, c'est pas du tout parce que j'étais bien renseigné, c'est parce que j'ai parlé avec un ami qui a eu des surprises et donc du coup et c'est lui qui nous a dit fais attention, check ci, check ça, et donc du coup j'ai été vérifié, visiblement effectivement, donc il fallait que je déclare cet argent et donc du coup j'envoie cette fameuse lettre qui est sur mon bureau actuellement. Donc c'est aussi beaucoup par de la discussion, parce qu'en fait on discute beaucoup entre nous, parce qu'on est perdu, on est perdu face à l'administration qui elle-même est perdue quand elle nous voit arriver. Toute la situation avec l'URSSAF ou la Chambre de commerce, c'est vraiment les deux se disent il a rien à faire là, donc c'est extrêmement compliqué à gérer au quotidien, et donc effectivement cette situation de passer via une société, c'est pratique, mais en même temps c'est un peu limitant dans le sens où par exemple là j'ai dû travailler sur un projet qui est externe, parce que ça m'arrive assez souvent, et en tant que, je pense, auteur, c'est-à-dire je vais écrire un dialogue en langue, dans une langue qui a été écrite pour une série Canal+, et donc j'ai demandé à être payé en auteur, et par exemple j'ai appris, ils m'ont dit qu'ils me pouvaient payer qu'une part en autorat, et l'autre part différemment. Donc en fait, souvent même pour un même travail,
je suis payé sur plusieurs statuts différents, en fait. Ouais. C'est ce qui est extrêmement contre-intuitif pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une unité dans le travail qui a été fournie. Pourquoi est-ce qu'il y a une publicité des modalités de revenus sur un même travail, quoi. Et je ne parle pas de choses vraiment très compliquées, quoi. C'est vraiment... là, c'est écrire un dialogue, c'est pas faire une vidéo en entier, quoi. C'est vraiment... Et donc, je me demande à quel point... En fait, je me demande c'est quoi la prochaine surprise, le prochain truc auquel je dois m'inscrire, le prochain truc auquel je dois régulariser, puisqu'en fait... Et j'ai l'impression de faire mal, en fait, parce que je sais pas, je suis pas au courant, donc j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être un citoyen honnête et payer mes cotisations comme il faut. Donc, mais j'ai l'impression, et ça c'est aussi mon expérience avec l'URSSAF qui me fait ça, j'ai l'impression de devoir courir après l'administration pour dire, hey, m'oubliez pas, il faut que je paye. Et d'ailleurs, je paye pourquoi, je ne sais pas, mais il faut que je paye. Mais je crois que ton ressenti, voilà, c'est pour ça qu'on milite actuellement pour la création d'un centre national artiste-auteur, en tout cas d'une structure, d'un opérateur public pour les créateurs et créatrices qui pourrait notamment être ressource de toutes ces informations, mais de manière centralisée, parce que en fait, on se rend bien compte que nos pratiques, elles sont multiples, mais qu'on a tous en commun de créer des œuvres et que ça peut prendre des formes différentes, en effet, comme tu l'as dit, après de rémunération selon les cas de figure, etc. Pour te resituer juste des choses rapidement là-dessus, en fait, normalement, ce qui définit le salariat, c'est le lien de subordination. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des directives. Et ça, c'est des questions vastes, puisque le droit d'auteur, normalement, enfin les redevances, c'est l'argent qu'on touche de l'exploitation de nos œuvres. Et en amont, quand on est en train de créer, la dénomination exacte, c'est d'ailleurs des revenus artistiques, c'est-à-dire c'est vraiment ce que tu vas toucher comme rémunération du fait d'avoir conçu ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. Et dans ce cas-là, ça rentre dans un régime social artiste-auteur qui, en soi, d'ailleurs, n'est pas défavorable du point de vue des cotisations, même s'il est de moins en moins intéressant au fil du temps, mais qui a plutôt aussi ses vertus. Mais c'est vrai que tout ça étant ni expliqué, ni véritablement mis en place, ce que tu dis comme sentiment, je pense qu'il est partagé par beaucoup. Tu voulais intervenir, Georges? Oui, parce qu'en fait, nous passons notre vie à expliquer à nos partenaires dans les administrations, à nos différents partenaires, à expliquer les choses. Donc, c'est quand on a une activité d'artiste-auteur et on ne connaît pas l'environnement, on ne connaît pas les problèmes, on ne connaît pas toutes les nuances, tous les méandres, et c'est la panique totale. Et là, je viens d'apprendre que la CAF, il y a une réforme là. Maintenant, il faut déclarer ses revenus tous les 3 mois là, pour les APL. Et figurez-vous que pour les non-salariés, la CAF demande de déclarer les chiffres d'affaires. Bon, quand on m'a communiqué ça, j'ai hurlé. Je me suis dit, non mais ça va vraiment pas la tête. Ils vont pas calculer quand même, ils vont pas prendre les chiffres d'affaires comme un revenu. Mais la même question se pose régulièrement pour les artistes-auteurs qui débutent et qui sont... j'ai dit ça parce que j'ai fait pas mal de formations professionnelles continues à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Et ceux qui débutent, parfois, ils sont déclarés à Pôle emploi en tant que demandeurs d'emploi, ou ils sont au chômage parce qu'ils sortent d'un autre métier. Et ils se recyclent. Et là, Pôle emploi ne comprend rien. Il demande effectivement de déclarer tous les mois combien d'argent est rentré. C'est impossible. C'est pour ça que je disais que la logique des salariés a du mal à comprendre la logique de l'indépendant qui ne peut pas savoir tous les mois combien il a gagné en fait. Oui. Il connaît son chiffre d'affaires. Et d'autant plus qu'avec ces multiples statuts, comme on l'a dit. On a pris un peu de retard sur le live. Merci énormément à Béatrice et à Monté d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé ses expériences. Notre web émission est regardée aussi par beaucoup de personnes de l'administration, donc on espère que ça va les sensibiliser. Non, ne t'inquiète pas. Les sensibiliser en tout cas à nos questionnements et à notre manque d'informations. Et en effet, voilà, sur toutes
toutes ces questions importantes, au moins on peut se rassurer sur une chose, c'est qu'il n'y aura pas de pénalité du point de vue de l'URSSAF Limousin actuellement et du fait des dysfonctionnements. Donc il faut le garder en tête. C'est une phase de transition qui est complexe et qui est anxiogène, mais voilà, il y a des mesures aussi qui ont été prises. Et puis on va passer à Ma vie, mes œuvres, les témoignages d'artistes, auteurs et autrices qui vous parlent de leur quotidien avec l'URSSAF. Beaucoup de choses à dire. Ma vie, mes œuvres. Bonjour à tous, je suis Valérie Mangin, je suis scénariste de bande dessinée depuis le début des années 2000 et ma première œuvre était Le Fléau des Dieux, un space opéra. Je m'appelle Anne-Gaëlle Balp, je suis autrice en littérature jeunesse depuis 2011 et j'exerce ce métier à temps plein depuis 6 ans à peu près. Je m'appelle Isabelle Troin, je suis traductrice littéraire depuis 1994. Je m'appelle Marc Vernier, alias Marc Addy, j'exerce dans les activités du design graphique et des arts visuels depuis 1987 en BNC. Je suis rentré à la Maison des Artistes en 2005 et j'ai donc suivi l'évolution de notre caisse de cotisation jusqu'à ce début d'année où j'ai été, comme tout le monde, assez surpris par la mise en œuvre de la transition. Pour mémoire, j'ai bien sûr bénéficié des indemnités non pas journalières car j'ai le gros défaut, comme la plupart de mes confrères, de ne pas poser de congé maladie quand je suis malade. Par contre, tout ce qui est remboursements médicaux ont toujours été honorés, avec bien sûr une complémentaire santé pour faire la soudure. Congé paternité, je crois que ça avait été assez ridicule si je me souviens bien. Voilà pour l'essentiel de ma relation à l'URSSAF désormais. Je n'ai jamais bénéficié de prestations de l'assurance maladie de type congé maternité ou congé maladie. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu besoin. J'ai déjà demandé des indemnités maladie une seule fois. Pour la suite d'une opération, j'ai été arrêtée pendant 15 jours. J'ai tout de suite envoyé les documents demandés, j'ai même anticipé, parce qu'on avait tellement dit que c'était compliqué, que j'avais tout préparé. J'ai envoyé un document de l'AGSA pour expliquer à la CPAM ce qu'il fallait faire, etc. Et bien, malgré ça, j'ai mis 4 mois avant d'être indemnisée. Ça a été des allers-retours de courrier, des coups de téléphone, etc. J'ai fini par menacer entre guillemets, par dire que j'allais saisir le médiateur. J'avais préparé ma lettre, et puis finalement, au moment où j'allais l'envoyer, tout d'un coup, j'ai reçu mes indemnités. Donc j'ai fini par les obtenir, mais je pense que si je n'avais pas bataillé, en fait, je n'aurais certainement rien obtenu. J'ai donc eu affaire à l'AGSA pendant un quart de siècle, et même si je connais les graves problèmes de gestion qui leur sont reprochés, notamment au niveau des retraites, à titre personnel, j'ai jamais eu à me plaindre d'eux. J'aurais trouvé plus approprié de remédier aux problèmes de gestion, mais de conserver un organisme dédié aux auteurs avec un personnel qui connaissait parfaitement notre régime et nos problématiques. Au lieu de ça, on nous a basculé vers l'URSSAF sans nous demander notre avis et dans la précipitation la plus totale. La transition AGSA-URSSAF, moi je la voyais plutôt comme une bonne chose. Je craignais une transition un petit peu compliquée, mais je pensais qu'à terme, on aurait à notre disposition une sorte de machine de guerre très efficace qui nous ferait gagner du temps. C'est complètement l'inverse. Là pour l'instant c'est catastrophique, on perd beaucoup de temps au lieu d'en gagner, c'est extrêmement stressant, on est face à des agents parfois qui nous répondent une chose et puis le lendemain une autre, des gens qui font des erreurs monumentales comme pour ma part prendre un RIB que j'avais envoyé et l'enregistrer comme une autorisation de prélèvement, ce qui est quand même assez dingue. Voilà, donc on est en fait à chaque fois qu'on va sur le site URSSAF, c'est la surprise et c'est le stress, alors que ça devrait être un outil finalement à notre disposition, nous permettant de gérer efficacement toutes nos cotisations, nos prélèvements, etc. Donc pour l'instant, pour ma part, grande déception. Et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Je fais partie de ceux qui, je crois, en ce moment, n'ont toujours pas pu boucler leur déclaration 2019 à l'étape ultime qui consiste à valider la déclaration. Bon, l'URSSAF en a pris note et on en est là pour l'instant.
J'ai vécu la transition AGSA-URSSAF de manière très chaotique, ou plutôt je ne l'ai pas vécu du tout, puisque malgré des demandes réitérées et par mail et par voie de courrier postal, je n'ai reçu à ce jour aucun code pour m'inscrire sur le nouveau site de l'URSSAF. Donc pour moi, la transition, elle n'a pas eu lieu encore. Pour commencer, le fameux code d'activation nécessaire pour créer mon espace personnel sur leur site a été envoyé à mon adresse actuelle, mais au nom de mon ex-mari dont je suis divorcée depuis plus de 20 ans. Autant dire que je ne l'ai jamais reçu. J'ai été également considérée comme déclarant mes droits d'auteur en BNC alors que je suis passée en traitement et salaire depuis plusieurs années. Une fois que j'ai réussi à régler tous ces problèmes par téléphone et par courrier, je me suis cru tirée d'affaire. Sauf qu'au moment de faire la déclaration de revenus 2019, très en retard par rapport à d'habitude, impossible de saisir quoi que ce soit en ligne. Sur n'importe quel navigateur, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le site buguait constamment et ne voulait rien savoir. J'étais dans un état de stress incroyable, j'avais des pics de tension, je dormais mal, j'arrivais pas à bosser, j'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai fini par envoyer une déclaration papier. Et une deuxième fois, je me suis cru tirée d'affaire, et une deuxième fois, c'était pas vrai. Et donc, le pompon a été atteint quand l'URSSAF m'a réclamé 1 700 € de charges sociales, alors que j'avais été entièrement précomptée. J'ai appelé, la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit que tous mes éditeurs ne leur avaient pas reversé les cotisations prélevées, et que c'était à moi de résoudre le problème. Donc non seulement c'était légalement faux, puisque le rôle même de l'URSSAF, c'est d'assurer le recouvrement des cotisations, mais après avoir vérifié, tous mes éditeurs avaient bel et bien effectué leur paiement à l'URSSAF. J'ai dû remuer ciel et terre pour leur faire admettre que le problème était de leur côté et obtenir que mon échéancier soit mis à 0. À ce jour, j'ai des collègues qui n'ont toujours pas réussi à créer leur espace personnel. Quelles améliorations ? C'est compliqué de parler d'amélioration quand on part d'aussi loin, j'ai envie de dire. D'abord, des agents compétents qui sont capables de répondre à nos questions tous de la même façon, finalement, qu'on n'ait pas des versions différentes selon l'heure à laquelle on appelle, qu'on puisse être un peu rassuré. Au moins tant que le reste ne fonctionne pas parfaitement. Et puis surtout, voilà, on attend que ça fonctionne. Je veux dire, c'est quelque chose de très important pour nous quand on ne vit que de ça en plus. C'est extrêmement stressant, tous ces changements, tous ces bugs. Là, la modulation, elle marche toujours pas. Moi, j'ai essayé l'autre jour, ça m'a répondu que c'était encore pas possible et qu'il fallait que je contacte mon agent ou conseil ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom à cette personne, on n'a pas de numéro, on ne sait pas qui on doit contacter exactement. Voilà, donc moi j'attends de l'URSSAF qu'elle mette à notre disposition des agents compétents et un site internet qui fonctionne, sur lequel on peut compter et qui nous fait gagner du temps au lieu de nous en faire perdre. La principale amélioration que je verrai au système, c'est tout simplement de pouvoir m'inscrire au bout de 20 ans de métier, et si possible sur un site qui ne bug pas. Merci d'avance. Nous sommes de retour avec l'incarnation de l'URSSAF aujourd'hui. Cédric Bastelica, bonsoir. Bonsoir. Et Laure Hinkel qui nous a rejoint. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Cédric, à présent que l'URSSAF est parmi nous, on va pouvoir poser un certain nombre de questions. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le webinaire qui a eu lieu et qui apparemment a assez satisfait les artistes-auteurs qui ont participé ? Oui, donc on a mis en place au niveau de l'URSSAF un premier webinaire qui a... avec une participation, je crois que c'est 600 personnes, on a eu 200 ou 300 questions, donc au niveau de l'ACOS et de l'URSSAF, avec une participation de la directrice en charge de la gestion des artistes-auteurs de l'URSSAF Limousin, tout ce qui était gestion du live par des gestionnaires de l'URSSAF, et d'ici 650 participants, et d'ici la semaine prochaine, il sera en ligne avec la réponse aux différentes questions, parce qu'on n'a pas pu répondre à 250 questions pendant donc, le live. Ils vont répondre à toutes les questions. Et toutes les réponses seront sur le replay du webinaire. Donc quelque chose qui a été, on a eu des retours positifs sur cette organisation et c'est quelque chose qu'on poursuivra par la suite. L'URSSAF de Limousin en fera d'autres, alors de plus en plus ciblés. Là, on était vraiment sur quelque chose de très général avec la présentation du 3 en 1, la modulation, etc. Mais ça permettra de répondre à une partie des questions que j'ai vues dans le live. Juste peut-être revenir
très rapidement sur qu'est-ce que c'est l'URSSAF. Donc ça a été présenté en effet l'URSSAF régional Limousin, mais avec une action, une mission nationale pour la partie artiste-auteur. Et donc les missions de l'URSSAF, il y en a plusieurs. Il y a collecter. Donc, c'est bien récupérer des cotisations sociales qui doivent être payées, cotisations sociales obligatoires, à partir d'un système déclaratif. Donc, si on fait le parallèle pour les artistes-auteurs, c'est le déclaratif fait par les diffuseurs, la déclaration annuelle de revenus faite par l'artiste-auteur, même s'il est précompté. La personne vient refaire sa déclaration, valider sa déclaration, puisqu'on est sur un système déclaratif. Une partie contrôle, comme on entend, et c'est souvent cette mission qui apparaît comme principale lorsqu'on parle de l'URSSAF, les fameux inspecteurs de l'URSSAF. Mais ensuite, cette collecte, elle sert aussi de redistribution. Donc en fait, c'est tous les jours, il y a l'argent des cotisations qui est récupéré, qui est reversé aux différentes caisses de sécurité sociale, donc les CEPAM pour l'assurance maladie, pour la retraite, la CARSAT et la CNAV, pour la CAF, pour les allocations familiales. Et donc, c'est cet argent de cotisation qui sert au paiement de ces prestations sociales. Et en période de crise, comme on l'a vu aujourd'hui, le système de sécurité sociale, c'est d'arriver à recouvrer des cotisations alors que l'activité est en baisse, tout en continuant à verser des prestations qui, elles, sont en hausse, puisque moins d'activité. C'est le principe de la solidarité nationale. C'est la solidarité nationale, c'est exactement ça. Et donc, juste pour donner un chiffre, au niveau URSSAF, dans leur ensemble, c'est 9 millions, quasiment 10 millions de comptes, 9,8 millions de comptes. C'est des comptes, c'est pas des personnes, parce que bon, il y a des sociétés, mais il y a aussi des situations où la personne elle est et auto-entrepreneur et artiste-auteur. Ce sont bien deux comptes différents, puisque ce sont des comptes pour des activités différentes. L'activité d'artiste-auteur. Est-ce que le bug est réglé artiste-auteur, entrepreneur? Il est majoritairement réglé. Il reste des cas qu'on a identifiés et pour lesquels on est en train de construire un courrier pour leur indiquer que leur mot de passe va être modifié pour se reconnecter sur les deux comptes en même temps, puisque c'est la difficulté qu'ils avaient, c'était bien celle-là. Donc on a identifié les personnes pour le faire et c'est quelque chose qui est en cours et qui se règle petit à petit. Et on voit bien sur les réseaux sociaux beaucoup moins de remontées qu'on avait au début sur cette situation-là. Laure, est-ce que tu peux nous témoigner un peu de toi, ton expérience actuellement en tant que traductrice dans cette transition aussi? Écoute, je dois dire que je fais partie des auteurs pour lesquels ça s'est passé assez bien. Cédric va être content. Oui, voilà. Il en faut bien. Mais s'il y avait environ 80% de gens qui avaient des problèmes, il y a quand même forcément 20% de gens pour lesquels ça s'est plutôt bien passé. C'est même l'autre sens, c'est même plutôt 80-20. C'est plutôt dans l'autre sens, voilà. Donc, moi, j'ai réussi à faire mes déclarations à la toute fin du mois d'août. C'est vrai que, alors que tout le monde paniquait en juin, juillet, moi, je me suis dit que j'allais être philosophe et attendre que ça passe. Et puis, au mois d'août, lorsque je l'ai faite, à la fin, ça a marché. Ça correspondait à ce que j'avais déclaré. Donc voilà, là, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas eu de gros soucis là-dessus. Moi, je suis en traitement et salaire. Et moi, j'avais quand même une question tout à fait directe. Je crois que vous avez parlé en première partie de la modulation. Alors, je n'ai pas tout entendu parce que ma connexion n'est pas très bonne et ça coupait. Mais je vois que la modulation est accordée simplement aux personnes qui sont en BNC, en micro-BNC. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des auteurs comme moi qui, tout en étant en traitement et salaire, reçoivent des droits d'auteur, par exemple de l'étranger. Vous voyez? Et donc, on a des cotisations qui arrivent en paquet à la fin de l'année et peut-être que la modulation aurait pu être utile pour nous. Alors, juste pour revenir sur la modulation, en effet, la modulation, c'est le système très proche de la partie
indépendants, donc travailleurs indépendants, donc pour les personnes qui sont en BNC ou en micro-BNC, pour leur permettre d'indiquer le revenu qu'ils pensent percevoir, alors ça c'est déjà la modulation, pour adapter le montant des cotisations à payer par rapport à des cotisations provisionnelles ajustées, définitives, et donc ça ne porte que pour ces personnes-là, puisque pour la partie précompte, on est majoritairement sur une activité qui est précomptée. Alors quand je dis majoritairement, ce n'est pas votre cas, c'est majoritairement la population des précomptés et des déclarants en traitement et salaire sont majoritairement précomptés. Et donc, on ne peut pas prendre cette activité précomptée et dire vous avez gagné 10 000 euros par un précompte. Pour l'année prochaine, je vais prendre ces 10 000 euros et je vais vous appeler des cotisations provisionnelles sur ces 10 000 euros. Parce que si l'année d'après, j'ai à nouveau 10 000 euros en précompte, ils sont précomptés, donc j'ai déjà payé des cotisations. Et donc, c'est bien de faire la différence entre la personne qui est précomptée, déclarant en traitement et salaire. La majorité de ces cotisations sont payées par le diffuseur via un précompte. Donc, on n'a pas besoin de faire des provisionnels. En fait, en exagérant un petit peu, c'est le diffuseur qui fait les provisionnels. Et quand on vient faire sa régularisation, on dit, voilà, le diffuseur m'a déclaré 10 000, j'ai gagné 10 000, je n'ai rien à payer. Il peut y avoir le petit delta du diffuseur à l'étranger, alors que pour le BNC, c'est bien lui qui paye la totalité de ses déclarations. Ce qu'il y avait par le passé, c'est que la personne avait une année et demie de cotisation. Et en fait, quand vous aviez des activités qui évoluaient beaucoup dans le temps, vous vous retrouviez à payer des cotisations sur les revenus 2000-2001. Vous les payez les revenus 2001, vous les payez en 2002-2003. Et si à ce moment-là, votre activité était très faible, vous deviez payer des cotisations importantes par rapport aux revenus 2000 des années précédentes, alors que votre activité était faible. Là, l'intérêt du 3 en 1, c'est de permettre justement de dire, sur cette année, je sais que je ne vais rien payer parce que je vais avoir une activité très faible, donc je module et je dis que mon revenu est très faible, donc je me paye beaucoup moins et je ne paye pas par rapport aux revenus des années précédentes. Et le fait, pour revenir à la question sur pourquoi les précomptés ou les déclarants TS ne sont pas en 3 en 1, c'est que la majorité de leurs cotisations sont déjà payées et du coup, ça ferait payer 2 fois ou faire des démarches en disant à la personne, si vous pensez que vous avez des activités provenant qui nécessiteraient d'être payées par des provisionnels, de faire une demande. Donc voilà, le choix, il a été fait comme ça et parce que dans les textes, c'est comme ça que ça a été rédigé. Laure, ça te convient ou pas comme réponse ? De toute façon, il se trouve que moi, j'ai presque décidé de passer en micro-BNC. Je pense que ça va me faciliter la vie et justement, ça va simplifier mon statut puisqu'on parle beaucoup de la multiplicité des statuts et la différence. Et en plus, pour moi, c'est encore plus compliqué parce qu'il se trouve que j'ai dû prendre un job alimentaire à mi-temps. Et alors ça, c'est aussi, je ne suis certainement pas la seule dans ce cas-là, dans la population des artistes auteurs, surtout en ce moment. Et ça ne facilite pas les relations avec les organismes et notamment avec la CPM. Moi, comme toi, Samantha, j'ai des énormes soucis d'indemnité journalière avec des dossiers pendants. Et puis voilà, donc ça, il faudra vraiment que ça soit résolu un jour ou l'autre, parce qu'on est vraiment défavorisés par rapport aux salariés qui sont salariés à plein temps. Compliqué. Tout à fait. Alors Émilie, je vais te demander de nous faire une petite transition parce qu'apparemment on a beaucoup de questions, donc on va essayer d'en prendre le plus possible avant la fin de ce live. Peux-tu nous lancer le courrier des artistes auteurs, s'il te plaît ? Alors, retour avec les questions. Première question. J'ai reçu un mail de l'URSSAF qui dit avoir identifié une anomalie dans la régularisation de mes cotisations suite à la fourniture de mes revenus 2019. Ils disent que l'assiette servant de base de calcul de ma cotisation vieillesse n'est pas conforme et engendre un calcul erroné. Impossible de les joindre et ils ne répondent pas à mes courriels. Que faire ? Nous sommes de nombreux auteurs à avoir reçu ce mail. Merci pour votre réponse. Cédric ? Oui, donc il y a... En effet, l'URSSAF a identifié une anomalie, en fait une donnée qui avait été mal récupérée dans la déclaration diffuseur pour certains artistes auteurs et pour lesquels on a donc modifié la déclaration. Alors concrètement, juste pour bien comprendre, est-ce que ça signifie que quand, on va dire pour cette personne qui est écrivain là en l'occurrence, les éditeurs ont envoyé eux
leur déclaration. Il y a eu un recoupement d'informations qui s'est fait. Il y a une différence qui a été notée, c'est ça? Donc en fait, alors on va reprendre au tout début. Les diffuseurs font leur déclaration. Une fois que cette déclaration est faite, il y a le numéro de sécurité sociale, il y a différentes informations de rémunération et ces informations-là ont permis, en faisant certifier les données auprès de la CNAV, de créer des comptes et de prendre les déclarations des diffuseurs pour les mettre sur le compte de l'artiste-auteur, ce qui permet de fournir une déclaration pré-remplie en ligne et de bien faire le lien sur un montant précompté. Si on revient au recouvrement des cotisations, les cotisations ont été payées, elles sont affectées sur le compte de l'artiste-auteur pour lui ouvrir des droits. Et donc ces cotisations sont présentées dans la partie artiste-auteur qu'il valide. Et ensuite, c'est sa déclaration qui fait tout un calcul en lui disant vous avez en plus eu 2 000 € d'un diffuseur étranger, donc on vous appelle les cotisations sur les 2 000 €, pour le reste vous n'avez rien à payer. Et on a identifié dans les 3 000 artistes-auteurs qui ont tous été destinataires de ce courrier, parce qu'on souhaitait les informer. Parce c'est le fonctionnement classique de l'URSSAF. Lorsqu'on constate quelque chose de pas normal sur la déclaration, il y a un contact lorsqu'il y a une correction de la déclaration qui est faite. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour ces personnes-là. Et donc, on a fait un courrier où on les informait que l'échéancier précédent qui avait été envoyé avait été calculé avec une donnée qui était erronée et que ça allait être corrigé directement par l'URSSAF et que ça allait générer un nouvel envoi d'échéancier. Alors, du coup, très concrètement, là, c'est Tatiana de René qui nous pose la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Tatiana? Elle doit faire quelque chose après avoir reçu ce mail ou Elle doit, comme c'est écrit dans le mail, rien faire. D'accord. Ne faire rien. C'est pas écrit comme ça. Voilà, c'est pas écrit comme ça. Mais il me semble que la fin du mail, c'est bien qu'elle va recevoir à nouveau un échéancier modificatif et qu'il fera annule et remplace du précédent. D'accord. Donc sur son espace en ligne, elle verra le nouvel échéancier. Parfait. Alors, nous avons une autre question. À quand la régularisation par l'URSSAF des assiettes sociales des auteurs en BNC précomptés? Oui. Donc, alors peut-être pour l'expliquer à toutes les personnes, il y a des personnes en BNC qui font le choix ou dont les diffuseurs choisissent de précompter des cotisations et donc ils se retrouvent dans une situation où ils payent des cotisations sur la base de leur BNC avec une modulation éventuellement. Donc celui qui souhaite être précompté à 100% a tout intérêt à moduler à 0, sinon il va payer des cotisations via les précomptes et via ses cotisations provisionnelles. Mais à la fin de l'année, lorsqu'il fait sa déclaration, on a bien un montant déclaré en BNC et donc mécaniquement, même s'il n'a rien payé dans la partie modulation, il a trop cotisé, puisque le BNC paye des cotisations sur la base de son BNC plus 15% et non pas de son chiffre d'affaires, comme le précompté, comme le déclarant en traitement et salaire. Et donc, les montants précomptés sont précomptés sur la base d'un traitement et salaire. Et donc, le BNC a forcément trop cotisé. Donc, lorsqu'il fait cette démarche-là, il y a un calcul qui est réalisé qui génère forcément un crédit sur cette partie-là. Pour cette année, c'est encore plus particulier. C'est que l'année 2019 est une année blanche pour les déclarants en BNC et donc le montant du précompte remboursé est plus important. Donc il y a un remboursement. Il y a des courriers qui ont été adressés pour les personnes pour lesquelles on n'avait pas le RIB. Pour les personnes qui ont fourni le RIB, les RIB ont été saisis. Et il y a, c'est courant de la semaine, donc c'est peut-être déjà parti, ou c'est en cours, des remboursements qui sont partis vers les artistes-auteurs pour lesquels le RIB a été saisi. Et donc ça se prolongera de façon régulière avec la saisie des différents RIB. Très bien. Autre question, l'URSSAF peut-elle confirmer une bonne fois pour toutes que les artistes-auteurs précomptés n'ont pas à payer de cotisations supplémentaires et que les diffuseurs n'ont pas et que si les diffuseurs n'ont pas réglé que si les diffuseurs n'ont pas réglé leurs cotisations, les auteurs n'ont pas à le faire à leur place. Voilà. Donc, quand un diffuseur fait une déclaration et dit Samantha Bailly a gagné 200 € pour telle activité,
qu'il paye. C'est pas les tarifs chartes, ça, Cédric. Non, mais Je plaisante. l'autre fois, j'ai dit 100 000 euros et on m'a dit que c'était Oui, pas du tout c'est les vrai. tarifs. Là, tu vois, voilà, on va être sur le juste milieu avec le prochain. Je vais essayer. Peu à peu, je vais y arriver. Et je dis pour une activité, c'est un petit truc. Donc, il y a cette déclaration. Cette information apparaît sur la déclaration de Samantha qu'elle valide. Que le diffuseur est payé ou non, c'est quelque chose qui est considéré comme précompté. Et le fait qu'on ait eu la déclaration du diffuseur, c'est de l'argent qui est comptabilisé pour la partie pour l'auteur. Ensuite, c'est l'URSSAF qui se charge du recouvrement auprès du diffuseur. Après, il y a eu des situations où les données diffuseurs n'ont pas été retrouvées et là, on a demandé des justificatifs aux artistes-auteurs et dans certains cas, il y a eu des appels de cotisation qui ont été émis. Et est-ce que, puisque donc là on a beaucoup parlé des bugs, mais si on essaye d'être dans l'optimisme, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir de véritables améliorations? Alors j'imagine que ce n'est pas toi qui vas arbitrer ces sujets-là évidemment ce soir, mais est-ce que quand même il y a des choses à l'étude ou des avancées potentielles pour réellement permettre à nos espaces artistes-auteurs, en plus d'être opérationnels, de pouvoir nous faciliter la vie sur un certain nombre de points administratifs, par exemple les fameux certificats de précompte? Alors, sur les certificats de précompte, côté URSSAF, ils ne sont demandés que quand le lien entre la partie diffuseur et la partie auteur n'a pas pu être fait. C'est-à-dire le diffuseur a soit pas déclaré, soit déclaré mais en faisant une erreur sur le numéro de sécurité sociale, sur le nom, sur le prénom, ce qui n'a pas permis de bien faire le lien entre le compte de l'artiste-auteur et le compte du diffuseur. Dans les autres cas, comme l'a présenté Laure tout à l'heure, la déclaration est pré-remplie et hormis les revenus non déclarés par des diffuseurs, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, sur cette partie-là, il y a forcément, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un bulletin de salaire, la certification de précompte. Oui. Et ça se remet, le certificat de salaire, il est remis par l'employeur. Le certificat de précompte est remis par le diffuseur. Donc aujourd'hui, c'est l'organisation, parce que le texte prévoit qu'à chaque précompte, une certification de précompte est remise au diffuseur, par le diffuseur à l'auteur, pour valider la démarche justement auprès de mais ce qui n'est pas le cas, parce que c'est vrai que, enfin, je peux le dire, moi dans ma vie, je n'ai pas vu un certificat de précompte en 10 ans de carrière, et pourtant j'ai été précomptée pendant très 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 longtemps. C'est-à-dire, enfin Laure, je ne sais pas de ton côté, mais les certificats de précompte, on court après. Certificat de précompte, c'est différent de ce qu'on reçoit avec notre troisième tiers, avec le paiement du troisième tiers, Samantha? Oui, c'est un document différent, c'est ça? C'est un document que normalement nos diffuseurs devraient nous envoyer systématiquement dès qu'ils nous précomptent des cotisations et qu'ils nous versent un avaloir par exemple, ou qu'on a notre édition de compte. Et normalement on devrait avoir un document attestant d'une certaine façon qu'ils ont reversé pour nous les cotisations. Mais c'est quelque chose... Je n'ai jamais vu la couleur de ça, non, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, effectivement. Voilà, donc nous avons un petit problème. D'accord. Voilà. C'est aujourd'hui... le texte est indiqué comme un bulletin de salaire qui est remis par l'employeur, une certification de précompte est remise par le diffuseur. Oui, et la question étant, parce qu'il y a en effet une sanction maintenant qui a été intégrée, notamment une amende, mais la question c'est auprès de qui cette amende est payée et qui vraiment peut... comment dire, être l'entité qui va pointer ou épingler le mauvais diffuseur. Le texte indique que c'est l'URSSAF qui émet la pénalité. C'est une pénalité, c'est pas vraiment une amende, c'est pas une amende parce que c'est une histoire, voilà. Mais c'est une pénalité qui est émise par l'URSSAF à partir du moment où elle a connaissance d'une non remise d'une certification de précompte par un diffuseur pour un auteur. Donc après, quoi qu'il en soit, pour répondre à cette question définitive qui a été posée, les auteurs n'ont pas du tout à la place des diffuseurs à payer les cotisations quand ils ont été précomptés. Voilà, sur ça, oui. Si sur un dossier, parce que si sur un dossier, l'artiste-auteur
considère que le montant qui lui est appelé parce qu'il n'a pas de déclaration avec un diffuseur, parce qu'il n'est pas en BNC ou parce que le montant de son précompte devait couvrir le BNC, on est sur la gestion de compte et une des missions de l'URSSAF, en plus de celle précédemment évoquée, c'est aussi l'accompagnement des cotisants et c'est bien justement cette gestion de faire le lien et d'expliquer pourquoi sur son compte j'ai un appel de temps, etc. J'avais une question. Vas-y, Laure. Ah, Laure a frisé, non? On a perdu Laure. Non, autant de ça y est. l'URSSAF, lorsque ça coupe. Ça a coupé, vas-y, tu peux le refaire? Oui. Je voulais juste savoir si un jour nous aurons un gestionnaire de compte vers lequel on pourra, à partir de notre espace, avec lequel on pourra communiquer. Dans la messagerie, tu veux dire? Oui. Alors, aujourd'hui, ça me permet de rappeler aussi un peu les modes de contact. Donc, les modes de contact, il y a la messagerie sécurisée sur le site en ligne. Il y a une adresse qui existait déjà à l'époque où l'URSSAF n'avait que le recouvrement forcé. Donc, toute la partie non-paiement de cotisation dans le délai d'un mois à l'AGSA et à la MDA. Il y a le numéro de téléphone. Alors, j'ai vu qu'il avait été mis dans le live, dans le chat. Et il y a le courrier à adresser à l'URSSAF Limousin, pôle artiste-auteur à Montreuil, puisque le courrier en fait est centralisé par rapport à une organisation du réseau des URSSAF. On a en parallèle, mais je vais en profiter pour vous donner quelques chiffres. Depuis le début de l'année, l'URSSAF a traité 246 000 courriers ou mails, dont 50 000 demandes de modulation par exemple, 32 000 saisies de déclarations de revenus. Ensuite, il y a toutes les déclarations de revenus qui ont été traitées en ligne et 172 000 appels téléphoniques, ce qui est quelque chose d'assez important par rapport à la population, avec un taux de décroché de 78%. Donc on a ces modes de contact. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le côté, quand vous dites gestionnaire. Mais je crois que Cédric, moi il y a des personnes, je vois dans le chat, qui disent vraiment qu'il n'y a pas de réponse par mail via la messagerie ou via les mails. Vraiment, voilà. Si on appelle, apparemment, il y a un décroché qui est... Voilà. On avait déjà parlé de cette question, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande amélioration, en tout cas au niveau du terrain, des réponses par email quand on envoie un message. Il y a eu énormément de sollicitations par mail, par téléphone, etc. Donc on a mobilisé les équipes pour avoir plus de réponses. 246 000 courriers et courriels répandus sur une année, c'est et on sait sur combien de reçus? Non, là, je n'ai pas le chiffre sur le combien, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre au maximum, le plus rapidement possible. La difficulté sur les mails qu'il y a eu à un moment, c'était le délai de réponse qui générait derrière du coup, un deuxième mail, voire un troisième. Et donc après, c'est la difficulté sur le traitement de ces mails qui s'accumulent. Donc, il y a eu un travail important qui a été fait pour améliorer la situation. Ça va mieux par rapport au démarrage, puisqu'il y avait eu quand même pas mal de sollicitations au début du fait du changement, du besoin d'information. Donc on est dans une situation qui est un peu plus normale, qui doit encore s'améliorer. On n'est que sur la première année du transfert. Comme ça a été rappelé au démarrage, il y a toute une partie de la population qui avant n'avait jamais entendu parler de la GSA ou de la MDA et qui aujourd'hui sont identifiés par l'URSSAF. On leur ouvre des droits dès le premier euro au niveau assurance maladie et ils s'ouvrent des droits aux retraites en fonction des seuils de revenus. Oui, parce que pour les IJ, c'est pas au premier euro versé. Non, pour les IJ, c'est le texte dit que c'est à partir d'une assiette de 9 000 euros, de 900 SMIC, ce qui équivaut à peu près à 9 000 euros. Mais les artistes-auteurs ont la possibilité, c'est une des seules populations qui peut faire ça, d'avoir la possibilité de surcotiser pour s'ouvrir ses droits et de surcotiser uniquement sur les cotisations, c'est-à-dire aujourd'hui la cotisation vieillesse plafonnée. Alors, il y a une question là très importante et voilà, je ne saurais pas du tout y répondre. Les auteurs en BNC auront-ils la possibilité de cotiser pour leur vieillesse 2020 ? Nous versons des provisions pour 2021, mais quid de notre retraite 2020 ? Alors, sur la retraite, c'est l'histoire de la fameuse année blanche. Alors, juste pour rappeler,
aujourd'hui, les artistes-auteurs ont payé jusqu'au 4e trimestre, alors qui a été reporté, ça me permet de répondre à une question que j'ai entendue tout à l'heure, qui a été reporté à une date ultérieure. Alors, le date ultérieure est liée à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est incapable de définir une date précise par rapport à la sortie de cette crise sanitaire. Et donc, comme pour toutes les autres populations, lorsqu'il y aura une reprise du recouvrement de façon un peu plus normale, avec moins de confinement, on aura des courriers qui partiront et des courriels qui partiront vers les artistes-auteurs pour leur indiquer que le recouvrement va reprendre, qu'ils pourront payer, il y aura des étalements, etc. etc. C'est toute une organisation qui sera construite. Mais aujourd'hui, sur le 4e trimestre, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. On aurait pu dire, ça sera le 1er janvier, vous devez payer avant le 1er janvier, mais peut-être que le 1er janvier, on sera dans une situation qui nécessiterait de reporter, etc. Donc, comme ça a été fait pour les autres populations, on est resté sur une date qui est à venir et qui n'est pas connue aujourd'hui en raison de la situation très particulière de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, les cotisations payées avec le 3 en 1, ça me permet de revenir un petit peu sur le 3 en 1, les artistes-auteurs en BNC payent des cotisations provisionnelles 2020 depuis le début de l'année pour s'ouvrir des droits sur l'année 2020. Donc les cotisations provisionnelles qu'ils ont payées aujourd'hui, les cotisations provisionnelles qui ont éventuellement été ajustées sur la base de leur revenu 2019 suite à leur déclaration, ou les cotisations appelées de façon provisionnelle suite à leur modulation, vont, lorsqu'ils feront leur déclaration de revenus en 2021 sur leur revenu 2020, générer un appel de cotisation définitive. On va dire, vous avez cotisé par le biais de la modulation sur la base de 10 000 euros. Vous avez gagné en vrai 11 000. Donc, comme vous avez déjà payé des cotisations sur la base de 10 000, pour payer les cotisations définitives de 11 000, on prend les 10 000 que vous avez déjà payés et donc vous ne devez payer plus que les cotisations sur la base des 1 000 restants. Et donc ça, ce sont les cotisations définitives 2020 qui sont à régler sur les 2 derniers trimestres de 2021 et c'est ces informations-là, c'est cette assiette-là qui remontera pour ouvrir des droits sur l'année 2020. En fait, avec le transfert, il y a eu ce changement important, c'est que les revenus de l'année, on cotise pendant cette année-là pour s'ouvrir des droits sur l'année. Donc, quand je gagne 10 000 euros en 2020, je m'ouvre des droits en 2020. Auparavant, quand je gagnais 10 000 euros en 2020, j'étais appelé en 2021 sur la base de 5 000, puis en 2022 sur la base de 5 000, et ces 5 000 m'ouvraient des droits en 2021 et en 2022. Aujourd'hui, on revient sur je gagne 10 000 euros en 2020, j'ai des droits en 2020 sur la base de 10 000 euros. Donc, c'est ce changement-là. Donc, aujourd'hui, par rapport à la question, comme la personne parle de cotisations payées sur 2021, non, aujourd'hui, ils ont payé des cotisations sur 2020. À compter du 1er janvier 2021, ils commenceront à payer des cotisations provisionnelles sur 2021. Ensuite, viendront les cotisations définitives 2020. La partie qui n'a pas été payée, ce sont les cotisations sur les revenus 2019 qui, avec la mise en place du 3 en 1 au 1er janvier 2020, auraient dû être appelées sur 2020-2021. Et on voit très bien que sur 2020-2021, on a aussi déjà des cotisations qui sont payées pour avoir des droits sur 2020-2021. Donc c'est là on aurait eu une double cotisation pour ouvrir les mêmes droits. Et c'est pour ça qu'on dit que l'année 2019 est une année blanche pour les BNC, parce que cette année ne fait pas l'objet d'un appel de cotisation et donc n'ouvre pas de droits. Donc il y a le côté positif de « j'ai pas payé de cotisation sur l'année 2020 », c'est ça l'année blanche. Le côté négatif, c'est que je n'ai pas de droit puisque je n'ai pas payé de cotisation, d'où les dispositifs de surcotisation qui existent cette année jusqu'à la fin de l'année pour les précomptés, gérés par la GESA, et pour l'année prochaine sur les BNC, gérés aussi par la GESA. Donc ça, il y aura un webinaire le 9 décembre, si je ne me trompe pas, sur le sujet. Alors Laure, on ne te voit plus, tout est devenu noir, mais on voit que tu veux parler. Oui, je suis désolée, mais c'est le seul moyen de garder la connexion. D'accord. Alors, il y avait Georges juste avant qui avait une question. Vas-y, Georges. Oui, Cédric, une question. Les artistes-auteurs BNC qui ont modulé cette année en fonction, bon, avec la pandémie, c'est vraiment la panique, hein, c'est terrible. Et donc, si au moment de faire la déclaration de revenus 2020,
et donc avril-mai 2021, et s'en aperçoivent qu'ils n'ont pas cotisé suffisamment pour avoir au moins les trimestres retraite, par exemple. Et est-ce que c'est prévu qu'ils puissent se manifester à la dernière minute en disant « Attendez, je vais surcotiser sur le revenu 2020 ». Alors, sur le revenu 2020, on est sur un fonctionnement normal qui est, donc la personne a modulé en voyant la crise en mars, elle a modulé en disant bon, je vais certainement plus rien gagner dans l'année, donc je module à un niveau très faible. Qui est inférieur aux 900 heures SMIC. Donc, le montant des cotisations qu'elle a payées aujourd'hui, on les a mis sur son compte et ce sont des cotisations provisionnelles. Lorsqu'elle fait sa déclaration, elle dira, ben voilà, mon assiette, mon BNC, il est de temps. On va calculer le montant des cotisations en disant, mais voilà, si vous avez gagné 2 000 €, vous aviez modulé vos cotisations, vos revenus, vos cotisations et vous aviez estimé vos revenus sur la base de 1 000. Donc, on vous appelle le complément. Pour correspondre à la réalité. Mais lors de sa déclaration, il peut de toute façon dire « moi, je souhaite surcotiser au dispositif de 900 heures SMIC ». Alors, c'est juste faire la différence entre les surcotisations qui sont plutôt des cotisations volontaires sur les années blanches. Ça, c'est des dispositifs qui sont gérés par la GSA-MDA. Et la surcotisation volontaire qui est prévue dans les textes, c'est ce que disait Samantha avec ce seuil de 900 heures SMIC. C'est ce seuil-là qui permet d'ouvrir les droits aux indemnités journalières et de s'assurer de 4 trimestres si on a des revenus très faibles. Et donc, c'est ça qui est prévu lors de la déclaration. Donc, je fais ma déclaration, je connais mon BNC, je sais que je suis en dessous des 900 heures SMIC, que j'ai payé plus ou moins dans le cadre de mes cotisations provisionnelles. Je demande à surcotiser à 900 heures SMIC pour m'ouvrir tous mes droits. Et je serai appelé, dans ce cas-là, sur la base des 900 heures SMIC pour les cotisations et sur la base de mon BNC plus 15 pour la partie contribution. Et s'il souhaite seulement que ce soit sur la base de 600 fois les taux horaires du SMIC, ce qui équivaut aux cotisations pour l'achat des trimestres de retraite. Non, ça aujourd'hui, le texte n'a prévu qu'un seul dispositif de surcotisation, qui est une surcotisation sur la base de 900 heures SMIC, pour être dans une situation, alors c'est l'ancien seuil d'affiliation. Donc c'est pour ça qu'il avait été fixé à ce niveau-là. À l'époque, en plus, pour avoir 4 trimestres de retraite, il fallait être au-dessus de ces 900 heures SMIC. Après, ça a été revu et on est passé à 600 heures SMIC. Donc on est dans une situation aujourd'hui où le texte dit un salarié, s'il gagne moins un revenu trop faible pour s'ouvrir les 4 trimestres, il ne s'ouvre pas 4 trimestres. Et s'il ne gagne pas assez pour s'ouvrir des droits aux indemnités journalières, il ne s'ouvre pas de droits aux indemnités journalières. Il n'y a pas, en tant que salarié, je ne peux pas dire « Ah, moi, je suis intéressé, je voudrais payer des cotisations pour m'ouvrir des droits ». C'est un dispositif qui existe que pour les artistes-auteurs, pour des raisons qui sont liées au statut d'artiste-auteur, qui peut connaître des variations importantes de revenus, etc. Et la personne peut se dire « Moi, je souhaite faire cet effort pour m'ouvrir des droits de façon pérenne, parce que c'est pas parce que j'ai gagné 2 000 € cette année que je vais pas être malade. Je suis pas malade en fonction de l'argent que je gagne. Donc, pour avoir cette stabilité, on peut dire moi, je souhaite surcotiser. Mais cette surcotisation, elle est sur un forfait à 900 heures SMIC pour les IJ et pour s'ouvrir. Vu que c'est au-dessus des 600 heures SMIC, ça ouvre 4 trimestres de retraite. D'accord. Donc, il n'y a pas de spéculation possible entre les 600 et les 900 fois. Aujourd'hui, c'est pas à la carte. La sécurité sociale, on est ce dispositif particulier, on est sur bien un seul forfait à 900 heures SMIC. J'ai posé la question parce que ça a émergé dans certaines réunions. Oui, il y a toujours quelqu'un qui a ce genre de réflexion. Donc, aujourd'hui, le texte nous le permet. Voilà, c'est important quand même de bien affiner la réponse. Merci. Laure, vas-y, je t'en prie, notre live va bientôt toucher à sa fin, mais vas-y. Oui, j'ai bien entendu, mais finalement, Cédric, que peut faire l'URSSAF pour tous les gens qui ont des IJ qui ne sont pas versés alors qu'elles devraient l'être? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose?
Alors, on a le process précédent. Je crois que la CEPAM demandait à la GESA et à la MDA de fournir l'assiette. Et donc, il y avait une fiche navette. L'artiste-auteur sollicitait la GESA, la MDA pour avoir l'information. Donc, ce qu'on a, on sait, dans la partie préparation, donc sur 2019 et 2020, on a rencontré plusieurs fois la Caisse nationale des CEPAM, donc la CNAM, pour organiser ce transfert d'informations. Et donc, on est pour l'instant sur une sollicitation directe de la CEPAM, de l'URSSAF par la CEPAM, pour demander si l'artiste-auteur est à jour de ses cotisations, parce que pour les IJ, il y a une particularité, il y a une assiette, il faut être au-dessus des 900 SMIC, mais il faut aussi être à jour des cotisations sur la période. Donc, si la personne est à jour de ses cotisations et si elle a bien une assiette au-dessus de 900 SMIC, et dans ce cas-là, de fournir l'assiette. Donc, on a un outil qui est un portail pour les partenaires qui permettent au CEPAM de solliciter directement l'URSSAF pour que le traitement soit plus rapide que par le passé où c'était l'artiste qui sollicitait la GESA, etc., etc. Et on est sur la construction d'un outil qui, à l'avenir, permettra à la CEPAM de disposer de ces informations directement. Ensuite, la difficulté pour la CEPAM, c'est aussi d'identifier la personne comme un artiste-auteur. Parce qu'aujourd'hui, le formulaire IJ, si vous l'avez vu... il n'y a pas artiste-auteur comme cas. Voilà, il y a salarié, travailleurs indépendants et régime agricole. En fait, c'était les trois grands régimes qui existaient par le passé, des travailleurs, l'ex-RSI, la MSA et le régime général. Et donc, les autres populations sont mal indiquées sur ce formulaire, et la difficulté pour la CEPAM, c'est d'identifier la personne comme un artiste-auteur. Mais une fois que la personne est identifiée comme un artiste-auteur, ils ont un outil pour récupérer l'assiette au niveau de l'URSSAF. Donc normalement, ça doit... Alors oui, mais c'est un cours, non? Parce que moi, pas de chance, je suis tombée pile dans la transition. Mais de ce que j'ai eu, parce que j'ai eu beaucoup la CPM au téléphone pour mon propre cas, et notamment, on nous a expliqué que tout n'avait pas l'air d'être encore totalement fixé dans cette transition entre est-ce que c'était la GESA, la MDA à laquelle s'adresser ou l'URSSAF. Donc... Alors, il y a quelque chose qui n'a pas changé dans les textes, c'est que c'est le mois de juillet. C'est la période déclarative. Il n'y a pas la prise en compte des provisionnels. Donc, c'est une fois que l'année est terminée et déclarée qu'à partir de juillet, la CEPAM utilise les revenus de l'année précédente. Donc, jusqu'en juillet, c'était toujours les données des revenus 2018 qui étaient pris en compte. Et depuis juillet, ce sont les revenus 2019 qui sont pris en compte. Donc, on a communiqué avec la Caisse nationale des CEPAM, la CNAM, pour bien rappeler ce fonctionnement. On a mis à disposition l'outil qui a été mis en production, mais c'est juste des histoires d'habilitation au niveau des CEPAM, et on fait des points réguliers pour vérifier la bonne utilisation par les CEPAM, donc en regardant le nombre de demandes qu'on a eues, pour permettre à la CNAM de faire des rappels aux CEPAM en leur disant on vous rappelle qu'il y a cet outil-là et que c'est cet outil-là qu'il faut utiliser. Voilà, c'est un réseau qui est très important. Pour ça, il faut déjà, en effet, qu'ils identifient l'artiste-auteur. C'est la grosse difficulté, je pense, pour une CEPAM, pour y avoir travaillé, c'est ça, c'est identifier la personne comme un artiste-auteur. Parce que le formulaire ne le prévoit pas. Donc, à part de connaître la situation et donc d'avoir une sollicitation d'artiste-auteur, c'est très compliqué pour une CEPAM d'identifier l'artiste-auteur. On sait qu'il y a des choses en discussion là-dessus entre les ministères pour essayer de trouver des solutions. Pour terminer, c'est vraiment pas du tout pratique d'avoir des suspensions de cotisation dont on ne connaît pas le montant, mais on sait juste qu'elles vont arriver à un moment. Pourquoi ne pas les annuler tout simplement durant une situation de crise sanitaire ? Bon, là, c'est des arbitrages politiques, n'est-ce pas? Voilà, en fait, l'URSSAF, sans une annulation de cotisation, c'est-à-dire une prise en charge des cotisations, parce que l'annulation, ça serait vous ne payez pas de cotisation, vous n'avez pas de droit. Voilà. Oui, donc, la prise en charge de cotisation, c'est les cotisations sont prises en charge par l'État.
et permettent une ouverture des droits. Et donc pour ça, c'est indispensable d'avoir des textes qui le prévoient. Donc ça a été prévu pour l'année 2020, pour le premier confinement. Il y a une aide qui a été mise en place. Donc il y a une infographie sur le site internet, on en a parlé lors du webinaire, avec, en fonction des revenus perçus sur l'année 2019, un montant maximum de cotisations prises en charge sur les cotisations définitives 2020, entre 500 000 ou 2 000 euros selon les revenus de l'artiste-auteur, à partir d'un revenu supérieur à 3 000 euros. Donc ça, c'est une prise en charge. Et donc ça, il y a un décret qui est paru cet été qui a indiqué qu'il y avait une prise en charge. S'il doit y avoir un deuxième texte pour une prise en charge parce qu'il y a eu un deuxième confinement, l'URSSAF intégrera ça dans ses calculs pour permettre une prise en charge de cotisation. Mais aujourd'hui, l'URSSAF, en lien avec les tutelles de toute façon, mais ce qui peut être fait sans texte, c'est juste de suspendre des prélèvements parce qu'on sait très bien que la situation est difficile et qu'on préfère suspendre des cotisations, en tout cas les prélèvements. L'artiste-auteur, s'il souhaite payer, il peut toujours payer sur son site. C'est la communication qui a été faite, mais on ne peut pas, sur un prélèvement qui a été mis en place en janvier, dire à l'artiste-auteur, comme tu avais mis en place un prélèvement en janvier, on va te prélever. Non, on suspend ce prélèvement. Si l'artiste-auteur veut payer, il peut revenir pour payer en ligne, mais c'est de l'accompagnement et c'est une gestion d'une crise sanitaire qui est sans précédent, qui a amené à faire ces choix pour les artistes-auteurs, mais en se calant sur les organisations qui ont été mises en place pour d'autres populations. Le report de cotisation est arrivé sur les entreprises de régime général, sur les indépendants. Ce qu'il y a de différent, c'est que les exonérations ne se sont pas appliquées comme les autres populations. On a un système là qui est assez complexe. L'heure a tourné, nous arrivons déjà à la fin de ce live. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais je vous rappelle qu'il y a tous les contacts de l'URSSAF qui vous sont recités dans le chat. N'hésitez pas à nous remonter si vous avez davantage de réponses aux mails, et notamment par téléphone. En tout cas, on y veille très activement et on essaye toutes et tous de faire au mieux dans cette situation. Peut-on, pour conclure, Cédric, peut-être rappeler l'extrême bienveillance dont à laquelle l'URSSAF s'engage ? Oui, donc ça a été dit à un moment dans le live. Aujourd'hui, il n'y a pas de majoration de retard ou de pénalité qui sont appliquées sur les cotisations appelées. Donc c'est un engagement, ça a été choisi et annoncé, il y a même eu un communiqué de presse qui l'a rappelé. Vous pouvez voir sur votre site apparaître « vous êtes en retard, vous êtes susceptible ». Oui, il y a quand même un problème. Entre nous, désolé, mais franchement… Alors c'est une annonce qui a été faite. Derrière, il y a une situation, c'est un développement informatique, et le développement est calé sur la possibilité, à partir du moment où on a un jour de retard, d'avoir des majorations de retard. Ces majorations de retard sont bloquées dans l'outil et il n'y aura pas de majoration de retard. Mais c'est vrai que de voir ça, de voir en gros rouge pénalité de retard, les gens sont très stressés et anxieux. Et c'est vrai que là, en communication, il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus rassurant, au-delà d'un communiqué sur le site de l'ACOS sur lequel nous ne passons pas nos journées. Voilà, je suis sincère, nous ne passons pas nos journées sur le site de l'ACOS. Mais il a été diffusé sur plusieurs, ça a été un communiqué de presse, donc carrément communiqué, on l'a mis sur Twitter, on l'a mis sur la première page du site Artiste-Auteur, ça a été mis sur le serveur vocal interactif quand les personnes appellent, donc on a mis dans le plus de contacts possible, et par rapport aux questions que vous avez, il n'y a pas de souci pour les récupérer s'il y a des questions qui concernent l'URSSAF, voire même des cas particuliers, vous me les adressez, on y répondra. Merci, tu y réponds toujours individuellement, c'est très gentil et voilà, c'est gentil, c'est un boulot, je ne sais pas comment vous faites tous là pour répondre à autant de cas individuels en plus du reste. En tout cas, on espère vraiment que la situation va s'améliorer rapidement. Nous, ce qu'on attend, c'est simple, c'est un portail opérationnel et puis pourquoi pas, soyons fous, des améliorations aussi de service parce qu'on part de loin, nous les artistes-auteurs, on a connu la déclaration qui buguait 20 fois sur le site de l'AGSA, donc on pensait que ça y est, ça allait être terminé avec l'URSSAF. En tout cas, voilà, on veut rassurer au maximum les artistes, auteurs et autrices sur le fait qu'il n'y a pas de pénalité, que c'est une année de transition qui est compliquée, qu'il y a une conscience de plus en plus forte des services et puis même d'un point de vue politique, que ces sujets ont été remontés à un haut niveau de l'État et qu'en tout cas, en plus vu la période sanitaire, on attend vraiment de l'URSSAF toute la bienveillance envers les artistes auteurs. Voilà, et bien c'est fini pour ce live. On se retrouve dans
pour un prochain numéro vidéo live. Et il va y en avoir encore beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Et n'hésitez pas, en tout cas, comme d'habitude, à poser vos questions, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. À très bientôt alors. Merci Georges, merci beaucoup Laure, merci Cédric d'avoir été parmi nous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.